Bonjour petits et gros lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture 100% fantasy avec 2 livres de littérature française et un livre young adulte américain. Je crois qu'elle est américaine. Et avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que je serai en dédicace au marché de Noël de Miroménil, au château de Miroménil, un des plus beaux marchés de Noël de Normandie, le dernier week-end de novembre. Et avec Émilie et Arnaud, les auteurs des livres Nous regrettons la mort et Une couronne d'ossettes d'épines et les objets maudits, qui sort très prochainement, normalement le 23 novembre. On se retrouvera à Légendarium à Arras, donc le 3 décembre. Comme je vous le disais, les objets maudits devraient sortir le 23 novembre. De toute manière, les ouvertures des commandes s'ouvriront le 23 novembre. Et aujourd'hui, j'ai des lectures qui sont plutôt moyennes. J'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu de réelle déception. Même s'il y a un livre où c'est vraiment transitionnel, c'est celui que j'ai moins aimé, ça n'est pas non plus infâme à la lecture. On va peut-être commencer par celui que j'ai moins aimé, comme ça, voilà, on tourne la page assez rapidement. To Dark Rain, donc de Kendare Blake, c'est le 3e tome de la quadrilogie, donc Three Dark Crowns, avec un pitch un peu bizarre parce que c'est de la young adulte, et ça l'est beaucoup, notamment dans le tome 2 et 3, parce qu'il y a pas mal d'amourettes, on sent vraiment que c'est des jeunes. Le pitch aurait fait un merveilleux livre de fantasy adulte, et c'est ce que je peux reprocher au bouquin, il y avait beaucoup de potentiel, mais le carcan young adulte, où faut pas être trop violent et tout ça, fait que, on peut pas vraiment faire tout le potentiel du livre. On suit donc une île où il y a une reine. Voilà, il y a une reine à chaque fois qui règne sur cette île depuis des siècles. On est reine parce qu'on l'a mérité d'une certaine manière, c'est-à-dire que les reines accouchent toujours de triplés, des filles, et ces filles doivent se battre. Voilà, c'est la seule survivante qui aura le trône et les 2 autres seront éliminées avant leurs 16 ans. Très glauque comme pitch. On va suivre donc 3 sœurs qui se retrouvent un petit peu séparées, et certaines veulent pas se battre, d'autres veulent le pouvoir. C'est des comportements qui sont assez différents. On va avoir une empoisonneuse, une fille qui est plutôt proche des animaux et une plutôt proche de la guerre. Le problème, c'est qu'on apprend très rapidement que les jeunes filles ne développent pas les pouvoirs qu'elles devraient, et elles ne sont pas aussi puissantes que les reines avant. Il va y avoir un 4e personnage dans l'histoire qui va avoir toute une importance, je ne le supporte pas dans l'histoire. Il va avoir vraiment être le personnage presque central. Il est le personnage central de ce tome 3, et c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé ce tome 3, parce que je ne supporte pas le personnage et que le tome a été très transitionnel, comme je vous le disais. Tome 2 était assez palpitant, la fin aussi, à chaque fois Kendare Blake elle arrive à te faire des fins qui donnent envie de lire la suite. C'est pour ça que la fin de celui-ci était étonnante, parce que c'est vrai que tout le nœud du roman était un peu plan-plan. On suit donc vraiment les événements à la suite du tome 2 et ce dispatchement, voilà, il y a eu une reine qui a été choisie parmi les 3 sœurs. Le roman c'est vraiment dispatché de point de vue, là elles sont vraiment éloignées, tous les personnages, et ce qui fait que ça n'a pas vraiment avancé. Vous savez, c'est un peu l'effet roue du temps où on développe un petit peu chaque point de vue. T'as des personnages qui se dispersent comme ça, t'as tendance à pas faire avancer la narration. En général, la construction d'un roman, c'est souvent qu'ils sont dispersés au début et qu'ils se rassemblent, et après, voilà, l'action peut commencer. Là, il y a un espèce d'écartement de l'histoire où t'es en mode... Bon, ça avance ou ça avance pas, sachant que le tome 2 était quand même assez palpitant, hein. Il y avait pas mal d'événements. En relisant celui-ci, je me suis dit en fait le tome 2 était quand même... il y avait des choses, quoi. Il y avait du fond, il y avait pas mal d'épiques. On finit les enjeux du tome 2, en fait, avec les conséquences du tome 2, que ça soit les conséquences de deuil ou ce genre de choses, et on prépare la grande bataille finale, ou du moins le grand... combat, l'ultime combat du tome 4, et c'est vrai que au milieu ça parle beaucoup, il y a des nouveaux personnages, t'es en mode bon, il y a déjà pas mal de personnages à la base, on aurait préféré plus développer ceci. Comme je vous le dis, j'ai un problème avec ce roman, et c'est pas la faute de l'autrice, c'est que en fait je comprends plus les intentions du méchant. En fait les gentils, j'ai du mal à les suivre, parce que on voit quand même que le récit est orienté, hein, parce que voilà, il y a toute une prophétie et tout ça, et c'est vrai que le personnage gentil ou les personnages gentils, notamment un, me tape sur les nerfs, mais au point que ça me fait chier en fait de le suivre et de voir que c'est l'élu, on le voit. En même temps, je trouve que celui-ci a bien contrebalancé. Les personnages sont vachement nuancés pour de la young adulte, c'est-à-dire que on va avoir des personnages mauvais, mais quand on va les suivre, on se rend compte qu'ils sont plus manipulés par ceux qui les entourent et par le système. En fait, ils sont vraiment ils réagissent comme ça parce que le système de l'île est comme ceci. Et en même temps, on va avoir par exemple le personnage très important qui en même temps est un personnage positif, mais peut l'être aussi très négatif. Et ça, c'est assez intéressant.
Il y a que, on va dire, 2 autres sœurs qui sont quand même vues comme des personnages, on va dire, plutôt positifs. Ce que j'aimais aussi, c'est que pour de la young adulte, l'autrice prend pas des pincettes sur la mort de certains personnages importants. Voilà. Là, il y avait un peu moins de romance que dans le tome 2, donc c'était un peu plus cool. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup pour rien dire. Voilà. Et t'es en mode, bon, oui, on a compris que tu dois te préparer au combat. On a compris que vous alliez en exil pour comprendre quelle vie pouvait vous attendre là-bas. Et t'as vraiment des personnages, j'ai l'impression qu'ils font up, up. En fait, ils vont juste à un point pour dire ah bah non, l'herbe est mieux ici, et ils reviennent. Donc voilà, après tu sens que c'est de la préparation. C'est pour ça que je veux pas trop lui taper sur les doigts. En fait, il souffre de tout ce qui est un tome 2, sauf que c'est le tome 3 parce que c'est une quadrilogie. J'attends vraiment d'avoir le dernier tome pour me dire est-ce que ça valait le coup de préparer le terrain, parce que si le dernier est que de l'épique, voilà, je peux comprendre, mais c'est vrai que là c'était longué. Il y a toute une histoire avec un spectre ici qui est pour moi l'intérêt principal du roman. On va avancer sur le world building en fait. On va apprendre un peu les raisons du système politique. On a beaucoup de world building, mais il n'est pas apporté de façon didactique ou intéressante, à part via le spectre qui est assez intéressant. Pareil, on a des points de vue où on revient dans le passé, surtout dans le prologue, et on développe pas trop ça. À mon sens, c'est le moins bon de la série, et ce que je lui reproche à chaque fois, c'est que il n'est pas assez développé sur la violence du texte ou tout ça, alors que le pitch, voilà, ils arrêtent pas de menacer de tuer tout le monde, et en fait, à chaque fois, ça se fait pas, parce que voilà, elles sont jeunes, elles ont des préoccupations d'adolescentes aussi, donc voilà, moi, c'est pas ce qui me plaît le plus en littérature, et c'est un petit décalage dans le texte. Après, je sais que c'est un texte qui peut être assez bien si tu veux passer vers la fantaisie adulte. Ça permet de faire une transition douce, voilà, mais on attend le tome 4. J'ai hâte de savoir comment ça va se finir, parce que la fin du tome 3, je peux rien vous dire, mais t'es très surprenante comme à chaque fois, et j'ai vraiment hâte de voir. J'étais en mode, ok, d'accord, ça se passe comme ça. Ensuite, je vous présente de la fantaisie française avec... j'ai redonné une chance à cet auteur parce qu'il m'a convaincue en salon. Voilà, et on a rigolé parce que j'ai rencontré une jeune femme qui me disait qu'il était hyper convaincant aussi, c'était pareil pour elle. Donc moi, j'ai plutôt apprécié ma lecture, même si on retrouve un petit peu les points faibles du tome 1. Il en reste que j'ai trouvé ça moins évident dans ce texte-ci. On est donc sur l'histoire de Le Fou prend le roi. J'aime toujours beaucoup les titres de la trilogie du bâtard de Cossignan de Fabien Cerutti. Donc le bâtard de Cossignan, c'est un texte qui se passe, je crois que c'est au 14e siècle, en 1340, avec Pierre Cordwaine de Cossignan, qui est un bâtard. Voilà, un bâtard, ce que toute sa vie va le mener à devenir mercenaire. Il est très mal vu dans le royaume. Alors, c'est pas le royaume de France est découpé avec la Bourgogne, vous savez, c'est le Moyen-Âge, c'est compliqué. Et dans le premier tome, on le suivait dans une affaire liée au peuple des elfes, parce que le parti pris de Cossignan, c'est de prendre le parti que c'est de choisir une fantaisie historique où on nous a caché, nous les humains du 21e siècle, qui avaient des fées et des nains et tout ça qui existait dans ce monde-ci. Donc c'est une fantaisie historique avec du fantastique, et ça fonctionne très très bien. Dans le premier tome, on suivait donc cette histoire avec les elfes. Dans celui-ci, on est plutôt lié au royaume de France. Notre petit bâtard, prisonnier entre un peu deux chefs politiques, va se retrouver au milieu d'un complot contre le roi de France. Voilà, et comme il est pas bien vu, niveau politique, c'est assez compliqué. Il va être lié, voilà, il va sauver une jeune fille. Alors c'est, comme je vous dis, c'est un texte sur le point de vue des femmes et pas ouf. Voilà, après ça s'explique par le contexte de l'histoire, mais surtout ça s'explique aussi par la volonté du personnage. C'est une sorte de James Bond, vous voyez. Donc faut le prendre un petit peu comme ça. J'ai trouvé que dans celui-ci, mis à part que voilà, il y a toujours la jeune fille en détresse et tout, il y a, je crois pas qu'il y avait de références un peu glissantes sur l'homosexualité comme dans le tome 1, mais voilà, c'est pas hyper agréable à la lecture, voilà, toujours pour ça. Mais aussi en particularité, c'est qu'on va suivre donc ce personnage de Cossignan au XIVe siècle, mais on va suivre aussi des lettres au sujet, alors je sais plus c'est quel siècle, ouais, en 1899, où il y a le bâtard du Cossignan, donc son descendant, qui subit en fait une tentative d'assassinat, et on suit un peu une enquête autour de ça. Ça prend de plus en plus de place, et Fabien Cerutti m'a dit que ça va être de plus en plus important dans la suite, voilà, parce que je pense que tout est lié. On est vraiment dans les jeux politiques de l'histoire de France. Alors c'est hyper intéressant de voir, parce qu'à l'époque c'était un gros bordel, hein, en termes de, voilà, avec les Anglais, les mariages, c'est compliqué et tout ça. On change de créature fantastique, voilà, c'est assez intéressant. Le bâtard, c'est un espèce de surhomme du fait qu'il est pas tout à fait mortel, voilà, donc il peut prendre des baffes facilement et les encaisser. Moi j'ai beaucoup aimé le côté historique, c'est toujours ce que je trouve assez impressionnant avec Fabien Cerutti, c'est qu'il arrive
à avoir une crédibilité de l'histoire. Tu vois qu'il y a des recherches au niveau des complots et à chaque fois il y a un petit fascicule à la fin pour t'expliquer un petit peu les références et tout ça. Dans celui-ci, il y a un glossaire des personnages aussi et des relations parce que c'est compliqué. Le texte est assez triste. On apprend en fait le nœud parce que bon, c'est le roi d'Angleterre, le roi de France, le roi de machin. Et c'est un récit alors qui parle aussi beaucoup de violence envers les femmes. Hein. C'est une époque mais où il y aura des agressions et tout ça. Hein. Ça, il faut que vous y attendiez. Mais c'est vrai qu'il y a des lettres qui étaient vraiment déchirantes. Hein. Les histoires d'amour perturbées, c'était franchement dans celui-ci étaient très touchantes et dénoncent aussi d'une certaine violence vis-à-vis des femmes. Là, on est même presque plus sur l'historique que du fantastique. On en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est poussé là-dessus. Beaucoup de complots, ça bouge beaucoup. Le bazar de Cossignan, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions. Il y a toujours des courses-poursuites, ça se bat, ça se découpe. Voilà, il y a des morts et tout ça. Ça bouge beaucoup. C'est vraiment très épique. Je viens de voir que Fabien Cerruti est agrégé d'histoire, donc c'est pour ça qu'on le sent dans la qualité du texte. Donc moi, ça a été une meilleure lecture que le tome 1. J'ai été plus investie. Je savais qu'il y aurait encore des choses très violentes faites aux femmes et surtout que le portrait des femmes était pas ouf. On m'avait prévenu, donc je suis partie dans la lecture en le sachant. On en a discuté avec l'auteur et je trouve ça toujours intéressant que les auteurs se remettent en cause et surtout il m'expliquait que lui c'était pas du tout volontaire en fait de sa part. Voilà, quand il a écrit, il voyait pas en fait que ça pouvait être une lecture qui pouvait être faite ainsi. C'est le problème de la littérature, on n'écrit pas forcément ce qu'on veut dire, on repasse toujours derrière les auteurs parce que même là on peut leur dire c'est sexiste ou c'est machin, grossophobe ou des trucs comme ça, mais parce qu'ils s'en rendent pas compte, c'est pas volontaire de leur part. Mais nous on est en mode là en fait ça peut être lu comme ça donc on va changer, mais c'est pas forcément on s'en rend pas forcément compte. Après c'est plus je trouve un problème d'éditeur, ils auraient peut-être dû un peu plus travailler ça, mais c'est vraiment un peu de la fantaisie un peu virile, on pose ses balls. Moi j'aime bien, c'est un héritage un peu à la Jemelle et tout. Donc voilà, je lirai le tome 3 et le tome 4, je crois que c'est une quadrilogie, ça se lit très bien, et moi au côté historique, c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer ce roman. Et enfin, je vais vous parler d'une héroïne celtique, présidente Boudica de Jean-Laurent Del Sacoro, dont je vous avais parlé du roi je serai l'assassin, que j'avais beaucoup aimé, et j'avais envie de relire des choses de cet auteur, parce que en plus il est super cool, pour l'avoir rencontré en dédicace, et Boudica, donc c'est un personnage qui a vraiment existé, des Celtes, c'est une guerrière celte qui a affronté les Romains quand les Romains ont voulu envahir l'Angleterre. On en sait très peu de choses sur elle, on sait juste qu'elle a eu un rôle important, et en fait c'est une figure féminine, il n'y a pas 36 000 guerrières, surtout en Europe, on n'a pas des grandes figures comme ceci. C'est aussi une représentation de la personne qui se bat contre l'oppression, c'est un personnage qui est très important, notamment chez les Celtes, c'est une grande figure, c'est comme une héroïne, c'est comme nous avec Jeanne d'Arc, on est un peu dans ce délire-là. Et donc on va suivre la genèse de Boudica, on va suivre vraiment sa jeunesse. Alors c'est un tout petit livre, c'est un livre qui est écrit comme ceci, donc je vais déjà dire son défaut premier, c'est que on peut avoir ce sentiment que c'est pas assez développé, que ça se passe très très vite, mais c'est le format du livre qui est comme ceci. Ce livre a eu le prix Imaginal des bibliothécaires en 2018. Personnellement, moi, le prix des Imaginales, j'en rigole à chaque fois, mais je n'aime jamais les prix des Imaginales tout court. Par contre, le prix des Imaginales des bibliothécaires, vous pouvez fermer les yeux sur vos lectures parce que ce sont des gens qui lisent énormément d'imaginaire et en général, ceux qui sont sélectionnés avec goût. Et c'est un bon livre. Moi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Parce que c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup. Alors c'est un livre qui est très orienté un peu sur le girl power, c'est normal, mais on va suivre donc cette petite fille qui s'appelle Boudica, donc on va expliquer les origines du nom et tout ça. Sa mère aussi avait le nom d'une déesse, c'est assez tragique, elle va pas connaître sa maman. Et elle va grandir avec un père qui va pas vraiment s'en occuper et on va suivre tout son apprentissage en fait par les armes. On sent aussi toute la recherche qui est faite sur les cultures celtes, comment l'art du combat. Boudica va être aussi hyper instruite. Il va y avoir des voyages intérieurs, des visions. Il y a un côté un petit peu imaginaire dedans qui est assez chouette. Sa construction, son mariage, parce qu'en tant que femme, on pouvait pas y échapper, et ses enfants, et ce livre parle aussi un petit peu de la reproduction de notre éducation. Ça touche plein de thématiques. C'est un personnage qui est très touchant, parce que on la suit vraiment de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte, qui veut rejeter en fait l'oppression des hommes, mais aussi
l'oppression de celui qui va envahir sa terre. Il y a pas mal de morale sur le fait que c'est bien de frapper et de tabasser ses adversaires, c'est encore mieux de réfléchir pour y faire. Il y a l'union des clans, on montre vraiment que les Celtes, il y avait des femmes de pouvoir, voilà, c'est une société qui était assez différente de ce qu'on pouvait trouver dans l'Europe, voilà, de la même époque. C'est pas une série où vous allez voir énormément de combats, voilà, je pense qu'il faut s'y attendre un petit peu, mais c'est pas le but, c'est plus la préparation, les stratégies, les complots, et le rôle de fille, le rôle de femme et le rôle de mère de cette femme permet d'avoir une interprétation de la jeunesse de Boudica et un petit peu comment était forgé le mythe aussi. Quand tu connais la légende, tu sais un peu comment ça va se finir, je vais pas vous le dire, voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais ça se lit très très vite, c'est très sympa entre autres de lecture. C'est pas la lecture de l'année pour moi, mais on retrouve le style très... je dirais épuré de Jean-Laurent Dessacoro, ça se lit toujours très bien, il y a de la recherche, c'est moins adulte, je trouve que c'est accessible hein, pour le coup, c'est un petit peu moins adulte que du Roi je serai l'assassin qui a quand même des thématiques un peu plus complexes, mais il arrive toujours à nous faire attacher au personnage. Voilà, là on a une petite fille qui est vénère voilà, dans le texte, mais je vous le recommande, ça a été une très bonne lecture et je continuerai à lire d'autres choses de cet auteur parce que j'aime beaucoup sa plume, j'aime bien les thématiques qu'il choisit et si je ne confonds pas, non, normalement je devrais recevoir, parce que l'année prochaine il sort un livre sur la figure de Morgane et j'ai très très hâte et l'éditeur m'avait contacté donc j'ai vraiment hâte de le recevoir parce que c'est un de mes personnages préférés, voilà. J'espère que vous avez aimé cette update lecture, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu ces livres, voilà, je suis toujours contente de lire un petit peu si vous avez aimé ces livres ou pas, si vous êtes d'accord ou pas. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.